j'ai dit comme le régime thérapeutique, vous n'allez pas faire cours, donc ce TD en particulier, il n'a rien à voir avec le cours, il est indépendant. Cependant, euh, on va quand même faire les autres TD. Je vais à chaque fois essayer de faire le maximum de rappels pour vous situer, comme ça on pourra avancer quand même dans le TD. Donc, pour ce TD, donc, première chose avant de prescrire un régime thérapeutique, c'est de faire justement l'entretien diététique. Alors, l'entretien diététique constitue l'étape principale dans une consultation diététique. C'est à partir de cet entretien qu'on va pouvoir ajuster les recommandations, le régime. En fait, c'est à partir de cet entretien diététique qu'on pourra vraiment exercer de manière à faire des recommandations et des régimes, on va dire, sur mesure, uniques à chaque personne. Donc, cet entretien se subdivise en 3 étapes. Donc, on va faire une enquête par interrogatoire, puis on va évaluer la composition corporelle et on va évaluer les besoins nutritionnels. Vous entendez mal. Alors, est-ce que est-ce que ça coupe ou bien c'est le volume qui est bas? Il y a des coupures. Il y a des coupures, ça, c'est indépendant de ma volonté. Donc, je sais pas. Écoutez, je vais quand même continuer. Je vais essayer d'avancer le plus doucement possible, comme ça, même s'il y a des coupures, vous pourrez quand même un peu suivre. Et de toute façon, dans l'enregistrement, il n'y aura pas de coupure. Donc, voilà. Qu'est-ce que je dois accepter? Bref, donc on a dit, donc je reprends, l'entretien diététique, c'est l'étape principale dans une consultation, c'est ce qui va nous permettre d'ajuster les recommandations, de faire du sur-mesure selon la personne, selon le patient qui se présente à nous. Elle se présente en 3 étapes. Donc vous avez l'enquête par interrogatoire, l'évaluation de la composition corporelle de l'individu et l'évaluation de son état nutritionnel ainsi que ses besoins nutritionnels, énergétiques et en micronutriments. Ensuite, l'objectif de l'enquête par interrogatoire, c'est donc l'enquête par interrogatoire, c'est vraiment questionner la personne sur ses habitudes alimentaires et tout. Donc, elle a pour objectif d'abord de connaître la composition des aliments ingérés par la personne, en quantité et en qualité, ses préférences alimentaires par rapport à la répartition au cours de la journée, etc. Et aussi, ça permet d'avoir des informations sur l'hygiène de vie. Parce que bien sûr, il n'y a pas que l'alimentation qui va aller agir dans l'état de la personne. Vous avez l'hygiène de vie par rapport à l'environnement, c'est une personne qui travaille, qui ne travaille pas, quel emploi elle fait, est-ce qu'elle est stressée ou pas, est-ce qu'elle fait de l'activité physique, est-ce que c'est une personne qui fume ou pas, etc. etc. Donc, l'enquête par interrogatoire doit englober tous ces paramètres afin de mieux cerner la personne et mieux lui prescrire le régime et les recommandations qui lui sont propres. Donc, l'enquête par interrogatoire se subdivise aussi en trois types d'enquêtes. Vous avez le questionnaire d'une journée type. Alors, le questionnaire d'une journée type consiste à demander à la personne juste de lister les aliments consommés sur toute une journée de manière habituelle. En général, on pose la question décrivez-moi du lever au coucher, qu'est-ce que vous mangez d'habitude? Donc la personne va dire par exemple d'habitude je me lève le matin, je prends mon petit déjeuner constitué de ceci, ceci, cela, ensuite je mange à 10 heures un fruit, ensuite je déjeune, etc. C'est justement une journée type. C'est pas très précis, mais ça reflète les habitudes globales alimentaires de la personne.
Le deuxième type, c'est le rappel des 24 heures. Le rappel des 24 heures consiste à dire à la personne, dites-moi ce que vous avez mangé hier. Donc du lever au coucher, c'est-à-dire petit déjeuner, déjeuner, dîner, et même c'est-à-dire ça c'est valable partout, dans tous les questionnaires, même si la personne se lève la nuit pour manger, etc. C'est-à-dire c'est sur 24 heures, que ce soit pour le premier questionnaire journée type ou le rappel des 24 heures. L'inconvénient de l'enquête rappel des 24 heures, c'est que c'est très peu représentatif. On peut tomber sur une journée type qui est dans le rappel des 24 heures, comme on peut tomber sur une journée qui n'est pas vraiment représentative des habitudes. Par exemple, si la veille, la personne a été invitée à un dîner, a eu un mariage, ou bien au contraire, elle a eu un problème, donc elle n'a pas pu manger à temps, ou bien manger ce qu'elle mange d'habitude. Donc on n'aura pas, c'est vraiment biaisé. L'avantage, c'est que comme c'est un rappel des 24 heures, la personne va se souvenir très bien de tout ce qu'elle a mangé. Mais l'inconvénient, c'est que c'est très peu représentatif de ce que mange la personne euh, d'habitude. Troisième type, c'est plus précis, c'est ce qu'on appelle le semainier. Donc ça consiste à donner un petit carnet à la personne et de lui demander de lister absolument tout ce qu'elle consomme en poids et en volume sur 7 jours. Donc quand il est bien conduit, c'est la méthode la plus précise et on va dire la meilleure méthode. Donc, parce que la personne va lister absolument dès qu'elle mange 2 grammes de sucre, elle va le noter, elle va prendre une gorgée d'eau, elle va le noter, etc. Mais on a dit c'est la meilleure méthode si elle est bien appliquée, parce que justement, son inconvénient principal, c'est que demander à une personne de lister absolument tout ce qu'elle mange pendant une semaine, c'est très contraignant. La personne peut oublier de noter, peut se dire, je note pas maintenant, je vais manger par exemple quelques, je vais manger par exemple un encas et tout à l'heure je vais le noter, puis la personne elle oublie. Donc vraiment, c'est très contraignant, mais c'est le plus précis. En général, ce qu'on utilise, c'est le questionnaire de journée type. C'est le plus pratique et on va dire, c'est-à-dire par rapport au ratio, est-ce qu'on va avoir des erreurs ou pas, c'est celui qui est le plus pratique dans la pratique courte. Donc, l'enquête par interrogatoire vise donc surtout à évaluer la consommation de l'individu de par sa qualité et quantité. Donc pour évaluer cette consommation, on va demander à la personne on va lui proposer des portions prédéfinies. C'est-à-dire, il ne suffit pas qu'elle dise j'ai pris du lait, du café, un peu de sucre, etc. On va lui demander de nous dire combien. Comme de manière générale, on ne pèse pas tout ce qu'on mange, on n'a pas une idée précise du poids de tout ce qu'on mange. Donc, on va utiliser des portions prédéfinies. On va dire, vous avez pris du lait dans quel contenant? Un bol, un verre, etc. Vous avez pris une cuillère à soupe, une cuillère à café, et avec nos données, on a par exemple qu'un bol contient environ 200 millilitres de liquide. Une cuillère à soupe, c'est environ 10 grammes d'huile, par exemple. Donc, eux vont nous donner juste les portions, et nous, à partir de ces portions, on va calculer les quantités. Et aussi, pour aider encore plus la personne, on peut utiliser des photos représentatives parce que, par exemple, un bol, donc vous avez, quand on vous dit une tasse de café, vous avez les toutes petites tasses, vous avez les tasses moyennes qu'on trouve dans les services, vous avez les mugs, vous avez... Donc, on va utiliser des photos représentatives, ça va nous aider à avoir un résultat encore plus précis de la consommation de la personne. Et donc, en utilisant tout ça, on va arriver à quand même se rapprocher d'une bonne enquête. Une bonne enquête est une enquête qui arrive à la fin à calculer l'apport énergétique en qualité et en quantité.
C'est-à-dire on va arriver, si on fait une bonne enquête, on va arriver à la fin à pouvoir calculer exactement combien cette personne prend en moyenne par jour en termes de calories, de pourcentage de glucides, lipides, protéines, et on peut même évaluer un peu la quantité ou même, on va dire, la qualité des micronutriments qu'elle ingère. Et aussi, une bonne enquête permet aussi de détecter toutes les erreurs diététiques. Alors, soit un déséquilibre alimentaire dans les fractions lipides, protéines et glucides, soit des comportements, des erreurs diététiques liées par exemple à un état de santé de la personne, si elle est malade ou autre. Si elle, par exemple, un diabétique qui consomme du sucre, c'est une erreur diététique. On va, euh, c'est une erreur diététique, on va dire que cette erreur diététique constitue un facteur de risque pour cet individu. Parce que, bon, je l'ai peut-être pas mentionné avant, mais dans l'enquête, on va aussi, donc, dans l'environnement et l'hygiène de vie, on va aussi parler des pathologies euh, qu'a la personne, pathologies associées. Est-ce qu'elle est prédisposée à une certaine pathologie? C'est-à-dire s'il y a, par exemple, la personne n'est pas hypertendue, mais on va lui demander est-ce qu'elle a dans sa famille des hypertendus ou autres. Oui, je suis en train d'enregistrer. Euh, et si, par exemple, je reprends donc, si par exemple la personne a des hypertendus dans sa famille, on va considérer que c'est une personne qui a un facteur qui est prédisposé à faire de l'hypertension artérielle. Donc on va spécifier notre régime et nos recommandations pour justement essayer de diminuer l'apport en sel pour que cette personne, vu qu'elle est prédisposée, on va diminuer le risque au maximum qu'elle ait de l'hypertension. Ça, c'est l'exemple de l'hypertension, mais c'est valable partout. Aussi, j'ai oublié de vous dire ça à la diapo précédente. Dans l'enquête aussi, on s'intéresse au statut socio-économique de la personne. C'est-à-dire la personne à peu près quel emploi elle fait, quel est son statut social, est-ce qu'elle est lettrée ou pas, quel niveau d'études elle a, et aussi quel est le niveau financier qu'elle a. À partir de là, on peut mieux communiquer et mieux personnaliser le régime. On ne va pas donner le même régime, par exemple, à quelqu'un qui est pauvre qu'à quelqu'un qui est quand même relativement aisé, voire riche. On ne va pas, quelqu'un qui gagne par exemple le SMIC et qui a des enfants à charge, par exemple, on ne va pas lui dire pour un apport de vitamine C, manger des kiwis, par exemple. Euh, et on peut se permettre ça quand on est en face de quelqu'un qui est aisé. Donc, on va mieux adapter le régime en fonction du contexte social dans lequel vit la personne. Et par rapport au niveau d'études, on, on demande le niveau d'études pour voir comment on peut s'exprimer avec la personne. Par exemple, une personne qui ne comprend rien en français, on ne va pas s'exprimer avec elle en français. Une personne qui a un niveau à peine primaire, on ne va pas lui parler de la même manière avec laquelle on parlerait à quelqu'un qui a un niveau universitaire. Et il faut utiliser des termes plus simplifiés pour que la personne nous comprenne. Donc, voilà l'utilité de demander ce genre d'informations, même dans une enquête alimentaire. C'est pour mieux cerner la personne et mieux la prendre en charge après. Donc, bon, ça c'était une parenthèse pour revenir en arrière. Bon, on vient de parler de l'enquête par interrogatoire. Après l'enquête interrogatoire, on passe à l'anthropométrie et la composition corporelle. Donc, il est essentiel de prendre des mesures anthropométriques pour voir à peu près la corpulence, comment on a vu dans le cours d'obésité, donc la répartition de la masse grasse, les facteurs de risque, etc. Donc, pour anthropométrer la composition corporelle, au fil des années, il y a eu plusieurs formules qui ont été développées pour voir un peu, parce que quand on prend les mesures chez une personne, il faut bien les comparer à quelque chose pour dire est-ce que cette personne se situe dans la norme ou pas, comme par exemple les valeurs de l'IMC. Donc, première,
premier paramètre qui a été utilisé, c'est le poids idéal. Donc ça, il date du 19e siècle. La formule du poids idéal, déjà, elle a été revue plusieurs fois. Donc la première fois, c'était carrément, il fallait prendre la taille moins 1 mètre. Ça nous donnerait le poids idéal de la personne. Donc une personne qui fait 1,60 m devrait peser 60 kg. Puis petit à petit, on s'est rendu compte que il y a des différences entre les hommes et les femmes. Les hommes, normalement, pour la même taille, pèsent plus lourd que la femme. Donc, vient la formule de Lorentz qui vient un peu faire la petite différence entre le poids idéal chez l'homme et chez la femme. Puis, il y a une troisième formule qui vient encore rendre cette différence encore plus précise. Cependant, on a vu avec le temps que ces formules quand même ne sont vraiment pas représentatives de la personne. On peut avoir des personnes de même taille, de même poids, de même sexe, mais même si elles font le même poids, elles n'ont pas la même corpulence. Donc au final, on ne peut pas déterminer un poids idéal pour la personne. Donc au fil des années, on a fini par abandonner cette formule de poids idéal. Deuxième, donc voilà, j'avais oublié de mettre ça. Justement, ça fait une prédiction unique sans variation individuelle. Si je dois dire qu'une personne qui fait 1,60 m doit peser 60 kg, ça veut dire que peu importe, est-ce qu'elle est sportive, pas sportive, est-ce qu'elle est malade, elle a des prédispositions génétiques, etc., elle doit peser 60 kg. Et donc, ça colle pas à la réalité, on va dire biologique, entre guillemets, du fait que le corps humain, c'est pas une science exacte. Deuxième indice, c'est l'IMC, toujours utilisé, l'indice de masse corporelle. Il a été recommandé depuis les années 80, puis depuis les années 2000, il a été imposé par l'OMS dans le domaine médical. Donc, c'est l'indice le plus couramment utilisé en pratique clinique parce qu'il est simple, il donne quand même une bonne, même s'il n'est pas très précis, mais il donne une bonne idée de la corpulence de la personne. Donc bon, à ce stade, tout le monde connaît les valeurs d'IMC, leur signification. Le seul inconvénient, c'est que l'IMC ne s'applique pas chez les sportifs et il ne s'applique pas chez les personnes âgées. On a vu dans le cours de l'obésité que, par exemple, chez les sportifs, vous avez la masse musculaire qui pèse beaucoup plus lourd que la masse grasse. On peut avoir des IMC très élevés, mais pour une personne qui n'est pas obèse. Donc de là, ça ne s'applique pas aux personnes, aux sportifs. Et aussi pour les personnes âgées, parce que aussi la personne âgée commence à avoir une diminution du renouvellement protéique, donc du renouvellement musculaire. Elle rapetisse en taille, ce qui fait qu'au-delà, je crois, de 75 ans, il vaut mieux ne pas utiliser l'IMC comme référence. Chez les personnes âgées, on va plus se retrouver avec des cas de maigreur chez une personne qui est normale. Donc, sinon, le troisième type d'indice, c'est le rapport taille-hanche. Donc, le rapport taille-hanche, c'est surtout pour voir la répartition de la masse grasse. Donc, vous avez, on prend le tour de taille, puis le tour de hanche et on fait le rapport. Donc, vous avez lorsque vous avez le tour de taille et le rapport élevé, ça veut dire qu'on a une accumulation plutôt abdominale du tissu adipeux. Donc, obésité androïde, enfin masse grasse androïde. S'il est inférieur à 0,8, on va dire que c'est gynoïde. Accumulation de graisse surtout au niveau des hanches, ce qu'on appelle la culotte de cheval. Et s'il se situe entre 0,8 et 0,85 ou 0,95, selon qu'elle soit homme ou femme, on va dire que c'est un morphotype mixte. Donc, on peut être ça ne nous permet pas de savoir est-ce que la personne est en sous-poids, surpoids, obèse, etc. Parce que ça donne le rapport. Donc, on peut avoir une personne d'IMC normale avec un rapport entre 0,8 et 0,85. On peut avoir aussi une personne obèse qui a ce même rapport. Ça nous indique juste où est répartie la masse grasse. Ça ne nous indique pas la quantité.
de cette masse grasse. La limite de cette méthode, c'est que aussi, elle ne tient pas compte des différences ethniques. Bon, ça, c'est par rapport aux valeurs, hein, parce que lorsqu'on est les différences ethniques, ça veut dire, bon, entre guillemets, je ne vais pas utiliser ce mot, les races d'individus. Euh, Par exemple, euh, la NCPATP3, elle donne comme critère du syndrome métabolique un tour de taille, par exemple, supérieur à 102 cm chez l'homme et à 88 chez la femme. Par contre, il y a d'autres normes, justement, qui tiennent d'autres origines ethniques, qui, justement, diminuent ce tour de taille à 94 cm chez l'homme et 80 cm chez la femme. Particulièrement, par exemple, chez les personnes asiatiques. Les Asiatiques, par exemple, dès que la femme a 80 cm de tour de taille, on peut dire qu'elle est atteinte du syndrome métabolique par rapport à une personne européenne chez qui on peut aller jusqu'à 88 cm. Donc, ça donne une idée sur la répartition des graisses, mais il faut quand même, il faut quand même balancer ça, contrebalancer ça avec d'autres normes. Bon, un autre paramètre pour étudier l'anthropométrie, la condition corporelle, c'est l'impédancemétrie bioélectrique. Donc, l'impédancemétrie bioélectrique, donc c'est des balances avec, avec des électrodes. Donc, vous voyez ici à droite et à gauche des électrodes. Ces électrodes vont envoyer un très faible courant électrique et selon la résistance du corps humain à ce champ électrique, la balance va calculer le pourcentage de poids, le pourcentage de tissu adipeux, de masse musculaire, d'os, d'eau, voilà. Vous avez deux types d'impédance-mètre. Donc vous avez celui-là et vous avez celui de droite. La différence entre les deux, c'est que bien sûr celui de droite, il est beaucoup plus précis que celui de gauche. Parce que comme le champ électrique traverse le corps, en fait, pour pouvoir calculer, il faut recevoir le champ électrique c'est-à-dire la balance, il faut qu'elle envoie un champ électrique et qu'elle reçoive l'électricité. Et selon la résistance qu'a mis ce champ électrique à parcourir tout le corps avant de revenir chez la personne, en fonction de cette résistance, elle va calculer. Bon, la différence entre ces deux appareils, c'est que si on utilise cette simple balance où il y a les électrodes qu'au niveau des pieds, donc le courant, par exemple, il est envoyé à partir de l'électrode droite, elle va traverser le corps et revenir vers l'électrode gauche. Ce qui se passe, c'est que le champ électrique traverse toujours le chemin le plus court. Donc pour traverser le chemin le plus court, en fait là je voudrais bien vous dessiner quelque chose pour que vous puissiez comprendre. Donc on va mettre un individu, voilà, donc comme ça et comme ça. Et c'est vrai. Donc, et on va dire qu'elle est là la balance. Donc, vous avez l'électrode gauche, l'électrode droite. Vous imaginez que c'est ça la balance. J'aurais dû dessiner sur la balance. Donc, le champ électrique envoyé, il est envoyé ici et il va parcourir ce chemin qui est le chemin le plus court pour revenir à cette électrode-là. Et donc, la résistance qui est calculée, c'est la résistance qui se situe au final dans les jambes, un peu dans les hanches. Et pour peu que la personne ait de la masse grasse, c'est-à-dire qu'elle soit disproportionnée, qu'elle ait un morphotype androïde, qu'elle ait de la graisse au niveau du ventre, cette balance ne va pas prendre en considération cette graisse abdominale pour calculer le pourcentage de masse grasse du corps. Donc, dans ce sens, bon, c'est vrai que ça donne une idée. C'est plus représentatif d'utiliser cette balance chez une personne qui a un morphotype mixte,
C'est-à-dire, elle n'a pas... Parce que, inversement, une personne qui a plus de graisse autour des hanches, on va calculer, c'est-à-dire le calcul va être faussé. Parce que la balance va croire que la personne a beaucoup de masse grasse, même dans le haut du corps. Donc, elle n'est pas très précise, on va dire. Par contre, ce type de balance, ce qui fait, c'est que voilà, il y a les électrodes des jambes et les électrodes ici. Ça, c'est des électrodes qu'on va tenir avec la main. Donc, le champ électrique, comment il fait? Il est envoyé de bas vers le haut. Donc, du coup, il va traverser, c'est-à-dire il va être envoyé des deux chemins et il va traverser des jambes vers les mains pour calculer la résistance. Donc, la résistance qui est calculée sur ce type de balance, c'est une résistance sur tout le corps et donc elle donne de meilleurs résultats. Donc, l'impédance-métrie bioélectrique, c'est le moyen le plus efficace en pratique clinique pour calculer la composition corporelle. Il faut savoir qu'il n'est quand même pas extrêmement précis. Le meilleur, c'est-à-dire le moyen le plus précis de connaître la composition corporelle de chacun, c'est de faire de l'imagerie, IRM scanner. Et l'impédance-métrie bioélectrique, c'est ce qui se rapproche le plus de ces examens qui sont quand même très lourds. N'empêche que même dans la pratique, l'impédance-métrie est une méthode coûteuse. L'impédance-mètre, c'est un appareil qui coûte très cher. Et aussi, lorsqu'une personne a un pacemaker, bien sûr, on ne va pas la mettre sur ce genre d'appareil qui va envoyer des décharges électriques et qui va donc interférer avec le pacemaker. N'empêche que ça reste l'une des méthodes les plus précises à utiliser. Mais bon, en pratique courante, on se contente du poids, de la taille, de l'IMC et on y rajoute le tour de taille et le rapport taille-hanche pour être le plus précis possible. Ça, c'est vraiment la pratique clinique la plus courante. Donc, troisième étape, c'est l'évaluation des besoins énergétiques nutritionnels. Donc, après avoir calculé, donc, on va dire le poids, la taille, on a interrogé la personne sur son âge et bien sûr on connaît son sexe, on peut calculer à partir de ces données-là les besoins énergétiques et nutritionnels de l'individu. Donc, pour les besoins énergétiques, vous avez la formule de Harris et Benedict qui était la plus utilisée. L'inconvénient de cette formule, c'est qu'elle ne s'applique pas pour les personnes âgées et elle ne s'applique pas chez les obèses. Donc, elle a été remplacée par la formule de Black et Hall, qui est devenue la formule de référence pour le calcul des besoins énergétiques. Donc, vous avez la formule, chez l'homme et chez la femme, il y a des petites différences. Ensuite, cette formule, bien sûr, elle va nous permettre de calculer le métabolisme de base. Pour avoir la dépense énergétique journalière de l'individu, il faut qu'on y rajoute, le NAP, donc niveau d'activité physique. Ce niveau d'activité physique, alors vous avez 3 méthodes pour le faire. Vous pouvez utiliser il y a des valeurs type sédentaire, moyennement actif, voire sportif. C'est des valeurs type à peu près. Mais bon, là, ce que je vous donne, c'est un tableau qui permet de calculer le NAP de la manière la plus précise possible. Je vais enlever ça. Et je vous disais maintenant qu'en pratique courante, c'est pas vraiment utilisé pour calculer. Mais si vous voulez aller loin, il vaut mieux utiliser cette méthode. Donc là, on va faire
un petit exemple pour vous illustrer comment on calcule le NAP par rapport à ce tableau. Donc, il est subdivisé en 6 catégories, de 1 à 5, selon l'activité utilisée. Donc, on va prendre une personne type. On la questionne sur ses habitudes. Bon, on commence par lui demander la catégorie à combien de temps elle passe à dormir, elle passe en position allongée, à se reposer. Cette personne nous répond qu'elle passe sur 24 heures, environ 8 heures. Donc on va dire elle va dormir 6 heures, elle va passer 2 heures en position allongée. Bon, voilà, ça fait 8 heures. Puis on lui dit sur une journée de 24 heures, combien vous allez passer de temps en position assise. Donc, bon, la personne va vous répondre environ 6 heures. C'est une personne qui passe une heure, qui fait une heure de trajet vers son travail, une heure aller, une heure retour, ça fait 2 heures. Elle rentre à la maison, elle passe 4 heures en train de regarder la télé, et ça fait 6 heures. Puis, on va demander les petits déplacements, les achats et tout. La personne va vous dire qu'elle passe à peu près 1 heure et demie, une demi-heure à l'extérieur pour faire des courses, 1 heure à la maison à contribuer aux tâches ménagères, faire la vaisselle, etc. On va enregistrer ça. Troisième catégorie, bon, la personne, on va dire qu'elle fait de la menuiserie. Donc, dans son travail, elle passe 8 heures. La personne travaille de 8 heures à 16 heures en faisant de la menuiserie. Bon. Donc, on va enregistrer 8 heures. Puis, on va demander l'activité physique. La personne vous dit qu'avant de rentrer chez elle l'après-midi, elle passe tous les jours une demi-heure à marcher avant de rentrer chez elle. Donc, on va faire le total de tout ça. Si vous faites le total, ça vous fait 24 heures. Donc, et ce qui est normal parce qu'on demande le niveau d'activité physique sur 24 heures. Donc, à la fin, on doit trouver 24 heures. Et ce qu'on fait, c'est que le NAP consiste à faire chaque durée d'activité multipliée par son niveau d'activité physique. Donc, on a 8 heures fois 1, 6 heures fois 1,5, 1,5 heures fois 2,2, etc., etc. Le tout, bien sûr, sera divisé sur 24, qui est 24 heures. On obtient par exemple chez cette personne un NAP de 1,91. Ce NAP, donc ensuite, on va... ce NAP, donc, on va le multiplier à la DER calculée par la formule de Black-Leone. On obtient une estimation de sa dépense énergétique journalière. Je dis estimation car il y a des différences interindividuelles sur le métabolisme de base. Il y en a qui ont un métabolisme de base un peu plus élevé, un peu moins élevé, selon génétiquement ou bien selon certaines pathologies. Quelqu'un qui a de l'hyperthyroïdie a un métabolisme de base qui est légèrement élevé. Donc on va dire que c'est une estimation et elle sera corrigée au fil des semaines quand on va prescrire le régime à la personne. Ça, c'est pour les besoins énergétiques. Maintenant, on va avoir aussi les besoins nutritionnels de la personne. Les besoins nutritionnels donc correspondent bien sûr à donc, les besoins en macronutriments, micronutriments. Ils s'évaluent en fonction de l'état nutritionnel, de la corpulence et des pathologies associées. Donc par rapport à l'état nutritionnel, on va demander des bilans. Par exemple, la personne, on va lui demander, même si elle paraît normale, mais c'est toujours bien de détecter si la personne, par exemple, est dyslipidémique, a une intolérance au glucose, a un problème de thyroïde. Parfois, les personnes viennent en consultation diététique et on leur trouve des pathologies comme de l'hypothyroïdie, etc., qui n'ont pas été détectées parce que la personne n'avait pas des symptômes vraiment aberrants de dysthyroïdie. Donc, souvent, on passe outre. Donc, bon, il faut demander en général un état nutritionnel, voir si la personne aussi a de l'anémie ou pas, etc. Tout, à peu près un bilan
de base. Selon la corpulence, les besoins nutritionnels changent. Donc, bien sûr, par exemple, si une personne qui pèse 60 kilos n'a pas les mêmes besoins qu'une personne qui pèse 80 kilos, une personne qui a plus de masse maigre n'a pas les mêmes besoins que la personne qui a plus de masse grasse, etc. Et bien sûr, selon les pathologies associées, un diabétique n'a pas les mêmes besoins diététiques qu'un obèse, qu'un hypothyroïdien, qu'un dyslipidémique, etc., etc. Donc, tout ça, à partir des trois, donc de l'état nutritionnel, des informations sur la corpulence et des pathologies, on va déterminer les besoins énergétiques quantitatifs et qualitatifs, donc combien de calories et quel est le pourcentage de glucides, lipides et protéines. Et aussi, on va pallier à certains dysfonctionnements. Donc, à partir du bilan, si on voit qu'il y a une petite carence, on va donc on va essayer de rajouter, par exemple, si la personne est légèrement anémique, on va lui prescrire de manger un peu plus de protéines, un peu plus de fer, des facteurs comme de la vitamine C qui permettent de mieux absorber le fer, etc. Et on va aussi demander vite sur certains aliments si on se rend compte que la personne, par exemple, on se rend compte qu'une personne est dyslipidémique, on va lui éviter certains types de graisses, les quantités, etc. Et aussi pour la limitation. Quelqu'un qui est, on a dit tout à l'heure, quelqu'un qui est prédisposé à l'hypertension, on va essayer de lui limiter l'apport en sodium, etc. Donc, tout l'entretien diététique au final a pour but de déboucher sur ça, sur les besoins énergétiques et pour pallier à certains dysfonctionnements, pour donner des recommandations et un régime euh, le plus personnalisé à la personne. Donc, euh, en fait, c'est tout. Je vais vous demander si quand même vous avez des questions. Je vais attendre une dizaine de secondes. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que, est-ce que ça s'est toujours coupé ou bien la qualité s'était améliorée? Pas de questions, merci. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est que je vous demanderai une application. Donc, je vous demanderai comme travail à faire d'élaborer un questionnaire alimentaire, de, de le soumettre à une personne de votre entourage, pas sur vous-même. Personne de votre entourage, de votre choix. Parents, frères, sœurs, voisins, copains, copines, comme vous voulez. De prendre les mesures anthropométriques de ces personnes, de calculer la dépense énergétique journalière et de conclure sur l'état du sujet, c'est-à-dire conclure est-ce que cette personne quand même a de bonnes habitudes ou pas, est-ce qu'elle présente des erreurs diététiques qu'il faut ajuster ou pas. Bon, bien sûr, vous n'allez pas faire de bilan à cette personne, mais vous faites ce que vous pouvez. Je vais vous envoyer un PDF qui résume le travail que je vous demande. Comme c'est un TD que je fais d'habitude en présentiel, donc je vais vous envoyer le PDF oui, individuellement. C'est-à-dire que chaque personne fait un petit questionnaire. Alors, cette application, on va la corriger pendant la séance présentielle. Donc, je sais pas, la séance présentielle, c'est dans 2 semaines. Donc, vous avez 2 semaines pour faire euh, un petit questionnaire alimentaire. Ne, faites ce que vous pouvez. Donc, je vais vous envoyer un résumé de ce que je vous demande. Et comme j'ai dit, comme c'est un TD que je fais d'habitude en présentiel, je vais vous envoyer le tirage donc, du TD, donc le texte du TD en PDF. Et qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Voilà, le questionnaire alimentaire, bon, vous pouvez élaborer le vôtre personnel. Vous pouvez prendre sur Internet un questionnaire type
que vous pouvez un peu ajuster ou personnaliser en fonction de... Si vous prenez un questionnaire européen, vous allez devoir l'ajuster à la population algérienne, par exemple. Pour calculer la DEG, les apports alimentaires, etc., vous pouvez utiliser les tables alimentaires. Et puis voilà. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Oui, bon, conclure sur l'état du sujet, donner des recommandations, bien sûr, pour pallier au manquement. Donc, je vous dis, c'est tout pour aujourd'hui. Ce TD, bon, je l'ai fait sous forme de cours. À partir de la séance prochaine, on va faire par exemple la dénutrition. Ça va être des TD avec des cas cliniques. Oui, quand même, je vous demanderai de participer. Donc, attendez-vous à devoir participer. C'est-à-dire que je ne peux pas avancer dans un cas clinique comme dans un cours en parlant toute seule pendant 40 minutes ou 1 heure ou toute la durée du TD. Donc voilà pour le moment. Si vous n'avez aucune question, je vous remercie et je vous dis à lundi pour le prochain cours pathologie nutritionnelle et endocrinienne. Entre-temps, bien sûr, je vais vous envoyer l'enregistrement de la vidéo et les PowerPoint.